chers voyageurs en Terre du Milieu. Pour cette dernière partie, ça sera donc le dernier chapitre du Silmarillion, des Anneaux de Pouvoir et du Troisième Âge. Et ce sera la partie Troisième Âge, cette fois-ci, que nous allons analyser, puisque la dernière fois, nous avions vu ce qu'il s'est passé, notamment en Eregion, avec les Anneaux de Pouvoir et Sauron, la captivité de Sauron, vite fait à Númenor, et l'exil d'Elendil et ses fils, jusqu'à la fondation de l'Arnor et du Gondor, qui nous a emmenés à la guerre de la dernière alliance, où finalement Anarion et Elendil et Gil-galad perdront la vie, et où Sauron perdra son anneau. Nous en étions là. C'est là où nous nous sommes arrêtés pour enfin commencer vers le Troisième Âge. C'est bon, vous resituez où nous sommes. Tout le monde, il n'y a pas de questions avant que je démarre. Et coucou Tesmarilla. Parce que c'est maintenant. Hein. Après c'est ligne droite. Je suis allée vite au niveau des résumés, mais c'est beaucoup... C'est une histoire que vous connaissez quand même, je pense, assez bien. Après c'est autoroute. Exactement. Après c'est l'autoroute. Hop là. Je vais faire comme ça. J'essaye de bien vous mettre pour bien vous voir. Comme ça. Là, faut prendre la chronologie pour suivre. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Bonne analyse. Mais bonne analyse. Allez, c'est parti. On y va. Fais lentement. Ah, il est déjà 22 h et j'ai pas encore commencé. Ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps. Ça y est, nous sommes le lendemain de la bataille. Du dernier jour, hein, de la dernière alliance. Là où Sauron vient enfin d'être terrassé. Les forces des ténèbres devraient avoir été chassées. Et c'est plutôt que ces forces sont dispersées. Hein. Les soldats s'enfuient dans toutes les directions, etc. Il y en a qui survivent et ça tourmente la Terre du Milieu, mais il n'y a plus... Sauron n'est plus là pour tout diriger d'une certaine façon. Et certains hommes qui ont combattu pour Sauron renoncent à leur passé maléfique et se soumettent à Isildur, maintenant le seul roi digne de ce nom parmi les hommes. Il faut savoir que Elendil était le haut roi de l'Arnor et du Gondor, même si ses deux fils, Isildur et Anarion, étaient régnants sur le Gondor. C'était Elendil qui était le haut roi quand même des deux royaumes. Isildur hérite de ce titre. Il devient haut roi des deux royaumes. Ainsi, le siège de Barad-dûr ici est terminé et la forteresse de Barad-dûr est détruite. Cependant, les fondations de Barad-dûr ne peuvent pas être complètement détruites. Alors, ça pourrait potentiellement être un oubli, mais ce détail est assez important. Les fondations n'arrivent pas... Voilà, elle reste quand même là. La Barad-dûr est détruite pendant un temps. Les fondations resteront. Et coucou Loïc. Bon, c'est quand même étonnant qu'ils aient laissé les fondations, mais bon, soit. Quoi qu'il en soit, Isildur est en possession de l'anneau unique. Et là, sur les plaines de Gorgoroth, donc devant la montagne du destin et Barad-dûr, Elrond et Círdan vont conseiller à Isildur d'aller jusque Samathnar, donc les crevasses de la montagne du destin, pour jeter l'anneau dedans. Comme ça, c'est sûr et certain, Sauron sera diminué pour toujours. Sauf que, voilà, vous le savez, bon, dans les films, ils ont mis comme si c'était à l'intérieur de la montagne, alors que ça se passe pas dans la montagne à ce moment-là, mais vraiment à l'extérieur. Bah, Isildur ne va pas vouloir. Bon, déjà, on peut pas en vouloir vraiment à Isildur. L'anneau ne se serait jamais laissé détruire, hein, évidemment. Mais Isildur, de toute façon, refuse. Pourquoi? Parce que bah, c'est lui qui a porté le coup fatal. Et surtout, il mérite ça. En gros, Isildur, on va dire que c'est un peu son tribut de guerre, sa réparation pour avoir perdu son père et son frère à la guerre. Alors, faut pas imaginer donc Isildur est une sorte de
de méchant. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup hein, dans les films, et je sais que beaucoup de personnes ne portent pas dans leur cœur Isildur, hein, pour le peu de fois où vous le voyez dans les films. Mais c'est pas un tyran. Hein, on parle quand même de l'homme qui a failli mourir pour récupérer un fruit de l'arbre blanc à Númenor et qui a accompli des actes de bravoure plusieurs fois. Mais voilà, l'anneau est un objet de corruption d'une beauté exceptionnelle. Et même s'il y a 2 elfes parmi les plus sages de toute la Terre du Milieu, bah, on est face à un des anneaux, enfin un artefact du mal le plus puissant. Il ne faut pas voir Isildur comme étant vraiment quelqu'un d'affreux. Et bisous Miko et coucou Nero et Moineau. Parce que oui, ben voilà, Elrond est quand même le fils d'Eärendil, le frère du premier roi de Númenor, dont Isildur descend. Et puis Círdan, lui, il a participé à tellement de choses. C'est l'elfe le plus vieux présent en Terre du Milieu. Il aurait dû les écouter, mais c'est l'anneau, c'est comme ça. Et là, ce rejet de la part d'Isildur, hein, de ce conseil, c'est peut-être là où on va commencer une petite scission, si vous voulez, entre les hommes et les elfes d'une certaine façon. Parce que pendant la dernière alliance, Elendil et Gil-galad, qui étaient les cofondateurs de la dernière alliance, avec leur disparition, ben, les choses ont commencé un petit peu à se dégrader entre eux. Il y a plus vraiment d'alliance au fil du temps. Les royaumes des hommes vont se fragmenter, hein, plus le temps va passer. Les elfes, déjà peu nombreux, ben, eux vont vraiment s'enfermer dans leurs petites enclaves. Mais avant tout, il va y avoir des choses à régler hein, pour Isildur. Et donc, Isildur va emporter l'anneau avec lui à Minas Anor, donc la future Minas Tirith. Hein. C'était la cité de son frère, Anarion. Et là, 2 ans après le début du Troisième Âge, donc la défaite de Sauron, il va planter le jeune arbre blanc, la jeune pousse d'arbre blanc qu'il avait dans cette cour. Et il va confier le Gondor à son neveu, car Isildur allait lui remonter vers l'Arnor pour prendre la place de son père comme roi d'Arnor, ce qui est logique. Et donc Isildur va se diriger vers le nord-ouest de l'Arnor. Mais à la place de passer par le futur Rohan, donc vous voyez le gap du Rohan, Isildur décide de suivre Landuin et de passer par le passage des Monts Brumeux. Et comme ça, il passera par Faucombe, Fandeval, hein, Imladris, et puis fera route vers l'Arnor, sauf que, vous le savez, ça va pas bien se passer pour Isildur. Et coucou Éowyn. Dans Contes et légendes inachevées, on a un texte qui parle du désastre des champs de Flambe, qui raconte tout ça. On nous apprend donc que Isildur souhaite se rendre chez Elrond, non seulement pour y faire escale, mais surtout pour retrouver sa femme et son plus jeune enfant qu'il avait laissé avant de partir à la guerre, mais aussi pour solliciter les conseils d'Elrond. Pourquoi il est enfin prêt à écouter la sagesse d'Elrond? Parce qu'il se rend compte que l'anneau unique est déjà devenu un fardeau alors que ça fait moins de 2 ans qu'il le porte. Et il se rend bien compte que l'anneau unique est un fardeau absolu. Et c'est donc près des champs de Flambe, les marais qui sont sur les fleuves de l'Anduin, entre l'Anduin et les Monts Brumeux, que Isildur va être pris dans une embuscade orque. Alors c'est assez bizarre parce que il n'y a pas de chef orque, ni d'impression que les orques soient attirés par l'anneau unique pour faire cette attaque. Et la troupe d'Isildur, qui est en large infériorité numérique, et à l'intérieur de cette troupe, hein, Isildur a ses fils. Isildur, pour essayer de survivre, va enfiler l'anneau unique, s'échappe et devient invisible et se réfugie dans l'Anduin.
Au départ, Isildur ne voulait pas, mais son fils aîné va l'exiger. Il va lui dire « Prenez votre fardeau et à tout prix apportez-le au gardien, même au prix de nous, vous et vos hommes. Voilà, vous pouvez nous abandonner. » Alors Isildur va souffrir et va mettre l'anneau unique. Sauf que les orques vont le traquer comme du gibier et surtout, bah vous le savez, dans l'eau, l'anneau a une volonté propre et il décide de l'abandonner. Et alors que Isildur se débat au milieu des hautes herbes et des joncs du marais, bah les orques s'aperçoivent qu'il est là, ils aperçoivent sa silhouette dans l'obscurité. Il est touché à la gorge et au cœur par des flèches. Ainsi, le corps sans armure d'Isildur, parce qu'il avait enlevé son armure, etc., dérive au fil de l'eau. Pas de sépulture, pas de tombeau. Et surtout, bah, voilà, ses attributs royaux, ses vêtements et autres possessions qu'il avait, ne seront pas retrouvés tout de suite. C'est un truc dont on pourra parler une autre fois. Et coucou le Marus. Et Chevalier au Lion, merci beaucoup pour ton 13e mois. Merci beaucoup. Mais surtout pas, évidemment, comme artefact d'Isildur, l'anneau unique qui va être retrouvé tout de suite. Parce que l'anneau disparaît dans l'Anduin. Et là, bah, ça va être compliqué. Ceux qui savent où il pouvait être, bah, c'est difficile de savoir où était réellement Isildur et comment chercher dans l'Anduin, vous êtes bien d'accord. Pendant ce temps, seuls 3 hommes de l'escorte d'Isildur survivent à l'embuscade. Les fils d'Isildur sont morts. Et l'un d'eux possède les fragments de Narsil qu'il va ramener en sécurité chez Elrond et qui pourront peut-être être utilisés par un héritier d'Isildur. Ainsi, Elrond dira « on verra bien ». Je veux dire, cela ne sera nécessaire que si l'unique, l'anneau unique, est retrouvé. Et coucou Essine et Mujiwara. Le premier héritier, justement, d'Isildur, c'est Valandil, le seul fils d'Isildur qui va grandir et va s'installer en Arnor, devenant ainsi le 3e roi de l'Arnor. Ce qui va se passer, c'est qu'au fil des ans, l'Arnor, le royaume du Nord, tout comme la Terre du Milieu, bah, ce qui va se passer, c'est que ça va diminuer un petit peu. Il n'y a plus le nombre ni l'influence d'antan. Petit à petit, il y a des endroits qui vont être abandonnés. À cela, il y a le déclin du sang nouménoréen, parce que les Dúnedain, ces hommes supérieurs, vont commencer aussi à se mêler aux hommes qui habitent la Terre du Milieu et qui sont donc des hommes qui n'ont pas été bénis par les Valar. Ainsi, à la mort du 10e roi d'Arnor, il va y avoir une sorte de gros problème d'héritage. Le royaume va se fragmenter en 3 petits royaumes distincts. On aura l'Arthedain, le Cardolan et le Rhudaur. Et chacune de ces régions va être gouvernée par un des fils du dernier roi d'Arnor, donc c'est Eärendil. C'est ces 3 fils qui vont chacun régner sur une partie. Pendant ce temps-là, le Gondor va s'en sortir vachement mieux que l'Arnor, et lui va même prospérer à nouveau pendant un petit temps, parce que c'est le neveu d'Isildur qui devient roi. À ce moment-là, dites-vous qu'il n'y a plus... je vous avais expliqué donc qu'Elendil et Isildur étaient les hauts rois des 2 royaumes en même temps. Bah là, c'est fini. C'est-à-dire qu'à partir du fils d'Isildur et du fils d'Anarion au Gondor, c'est terminé. Il n'y a plus de hauts rois qui règnent sur les 2. C'est vraiment un roi en Arnor et un roi au Gondor. Et donc à partir du règne du neveu d'Isildur et pendant plus de 30 autres rois avant que la lignée royale ne s'éteigne, on va revenir sur ça, mais pendant tout ce temps-là, ça va très bien au Gondor. La graine qu'Isildur a semée dans la cour de Minas Anor va croître, et très bien, pendant 1634 ans. Sauf que il va y avoir une terrible épidémie qui va ravager le pays. Une autre pousse sera plantée. Elle mourra elle aussi 1232 ans plus tard. Et puis c'est fini. Plus de pousse.
Ça va, t'es bien au Gondor, le truc hyper rare. Non, mais bon, il y a des épidémies parfois, mais ça va, le Gondor s'en sort mieux que l'Arnor quand même. Ouais, ça se passe bien. Franchement, comparé à l'Arnor, le Gondor s'en sort plutôt bien, même si il y a, il y a de la peste. Et bon, il y aura quand même la guerre civile qui va amocher un peu ça. Mais pendant la période, disons que eux vont beaucoup plus prospérer que l'Arnor. Et pendant ce temps-là, chez les elfes, bah, l'amitié des rois des hommes et des elfes, ça va s'estomper. Déjà, il reste plus beaucoup d'elfes en soi. Mais surtout, les elfes vont avoir tendance à rester dans leur petite enclave, leur petit havre. Ces créatures qui sont immortelles et éternelles et qui n'aspirent pas forcément à la même chose que les hommes. Parce que les hommes ont justement une vie qui est brève. Et même si voilà, les Dunedain ont une vie plus longue, mais eux aussi ont leur vie qui commence à diminuer petit à petit. Les premiers nés d'Ilúvatar et les seconds nés d'Ilúvatar commencent tout doucement à s'éloigner l'un de l'autre. Et puisque ici Sauron a été vaincu et son anneau a été perdu, ça veut dire que les 3 anneaux elfes que Sauron n'avait pas récupérés peuvent être utilisés. Ils peuvent être utilisés. N'oubliez pas que même si les anneaux majeurs elfiques ont été créés dans le dos de Sauron et qu'on vous dit qu'ils n'ont pas été souillés, ils sont liés à l'unique. C'est-à-dire que si ils les portent, enfin les porteurs portent les anneaux quand Sauron a l'unique, Sauron sera capable de lire dans leurs esprits. Et ça, ça va pas. Ils veulent pas. Donc, l'unique est perdu, ça veut dire qu'on peut utiliser les anneaux. Non ? Ainsi, les gardiens vont dépoussiérer un petit peu ces anneaux et ils vont pouvoir les mettre et les utiliser. Ainsi, on a évidemment la Lothlórien qui va être très bien protégée par Nenya et Imladris par Elrond. Parce que oui, Rivendell, Imladris au comte de Val est désormais un refuge hyper important pour les gens fatigués et opprimés de la Terre du Milieu. C'est la dernière demeure accueillante où brillent des feux amicaux, où Elrond préserve une bibliothèque avec les vestiges du passé. Ici, les Dunedain, et en particulier les héritiers d'Isildur, trouvent un havre de paix. Ils y apprennent la sagesse et la guérison abonde notamment parce que Vilya, l'anneau avec un saphir bleu, comme mon anneau ici, le plus puissant des 3 anneaux, contribue à protéger cette enclave, justement. Et surtout, à cette période-là aussi, au 3e âge, Elrond va se marier. Il va rencontrer Celebrian. Voilà, il l'a rencontrée déjà bien avant, mais il va se marier avec elle, ça y est. Et Celebrian, c'est la fille de Galadriel et Celeborn. Et Celebrian va donner naissance à des jumeaux aussi. Elrond avait un frère jumeau, et voilà que ses fils sont jumeaux aussi. Après les jumeaux, ils auront évidemment un 3e enfant, Arwen Undomiel, qui ressemble assez fort à son ancêtre, Lúthien Tinúviel. Du côté de Círdan, lui, il va régner sur les Havres Gris. Il va continuer sa supervision de toutes les personnes, voilà, tous les elfes qui quittent la Terre du Milieu en bateau, mais il est surtout le gardien de Narya, l'anneau rouge, l'anneau de feu. Et vous le savez, pour un temps limité, et je pense que je ne dois pas trop vous raconter l'histoire de cet anneau, puisque vous savez très bien qui va porter cet anneau dans pas trop longtemps. Mais voilà, Círdan ne va pas porter l'anneau de feu. Autant Galadriel va porter Nenya et Elrond va porter Vilya, Círdan ne va pas utiliser Narya. Il va le garder, le protéger, mais ne l'utilisera pas pour, on va dire, presque sanctifier les Havres Gris. Il patiente tranquillement, avec son regard toujours tourné vers l'ouest, avec son chantier naval toujours prêt. À l'est des monts brumeux, on a des royaumes elfiques qui sont là. On a le royaume de Thranduil,
qui règne sur des elfes sylvains. Alors, son peuple finira quand même par commercer avec les hommes de Laqueville et de Dale. Laqueville au bord du lac ou Esgaroth, hein, c'est comme vous voulez. On nous apprend dans Contes et légendes inachevées que le père de Thranduil, qui est Orofer, a combattu et est mort pendant la bataille de Dagorlad, là où il y a les marais morts pendant la dernière alliance. Et enfin, un autre royaume dont on nous parle ici, c'est Lorinand, qui lui aussi a participé à la dernière alliance. Mais là, ce qui va se passer, c'est que bon, voilà, il n'y a plus de roi et finalement, Galadriel et Celeborn se retrouvent aux commandes du royaume, là. Alors, Galadriel est sans doute ravie d'avoir son royaume à elle, mais c'était son aspiration, mais elle n'a jamais revendiqué le titre de reine. Elle est juste gardienne de la Lothlórienne. Voilà, le Norinand devient la Lothlórienne et Galadriel va protéger cette enclave, notamment avec Niena. Il faut savoir que Galadriel, de la part de Gil-galad, le haut roi des Noldor, qui est malheureusement décédé pendant la dernière alliance, de Gil-galad, elle avait reçu des graines d'arbres. C'est ce qu'on appelle des malornes. C'est de gigantesques arbres avec des jolies feuilles dorées. Ça fait vraiment un bois d'or et une forêt exceptionnelle pour tous ceux qui rentrent là-bas. Il faut savoir que cet arbre ne pousse nulle part ailleurs en terre du milieu. Et c'est sans doute notamment protégé par des mélirnes. C'est un malorne et des mélirnes. Tu as totalement raison, Telkar. C'est un malorne, des mélirnes. Je sais qu'il a un pluriel particulier, mais merci beaucoup. Et donc je disais que ça ne pousse nulle part ailleurs, et c'est sans doute grâce à l'anneau de Galadriel, donc Nenya, l'anneau de diamant blanc en mithril, que ça fait ça. Parce que avec Nenya, Galadriel préserve la beauté du monde elfique en Lothlórienne. Elle va notamment pouvoir avoir son pouvoir divinatoire un peu avec son miroir. Et c'est toujours lié à l'eau, vous voyez, avec elle. On nous dit aussi que les brumes des eaux autour protègent. Bref, Galadriel protège vraiment très bien sa Lothlórienne grâce à son anneau. Et 1000 ans après, plus ou moins, le début du Troisième Âge, alors que le Gondor est assez puissant, que l'Arnor est déjà divisé, il va y avoir des bateaux un peu mystérieux qui débarquent au Havre Gris. Et là, à son bord, des vieillards, avec des bâtons, descendent de ces navires. Vous les connaissez, ce sont les Istari, ces magiciens avec les couleurs que vous connaissez aussi, qui ont débarqué. Cospec, merci beaucoup pour le follow, bienvenue en Terre du Milieu. Il faut savoir que quand on les voit débarquer, il y a très peu de gens qui savent qui ils sont, mais Círdan le sent, se rend bien compte, se doute de qui ils sont, les accueille. Et les Istari, si vous voulez, ce sont des Maillards, donc des sous-divinités qui ont été choisis par les grandes divinités majeures, les Valar. Et ces Maillards vont être envoyés en Terre du Milieu avec un objectif clair, c'est soutenir les peuples de la Terre du Milieu dans leur lutte contre le pouvoir de Sauron qui est en train tout doucement de revenir. Mais il faut savoir que ces Istari, c'est quand même des êtres comme je vous disais, des sortes de divinités. Ils ont quand même des discrétions, des restrictions, justement, qui leur demandent de pouvoir agir discrètement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire usage de leur magie pour impressionner. Ils peuvent juste être là comme une sorte de guide, de personnes qui aident, mais jamais de faire de démonstration de puissance. Et surtout, ils sont bloqués dans des corps de vieillards, des corps qui subissent la faim, le sommeil, les blessures, la soif, la fatigue, justement pour qu'ils soient beaucoup plus sensibles à tout ça. Et bonsoir à Aldras, et belle soirée Zozomalis.
On nous dit dans les textes que le premier magicien arrivé, c'est Kurunir, alias Saruman, le Maya Daoulé, qui s'est porté volontaire pour cette mission. On nous dit aussi que voilà, c'est le plus ancien, ce qui a vu dire qu'Ilúvatar l'a conçu potentiellement dans les premiers, mais bon. Vient ensuite Radagast, le Maya de Yavanna. Yavanna qui est la sorte de déesse de la nature. Et Radagast est accompagné par 2 personnages qui ne vont pas être nommés dans le Silmarillion, mais si vous allez dans Contes et légendes inachevées ou même dans Peoples of Middle-earth, vous verrez d'autres noms. C'est les mages bleus. Alors ceux qui ont vu la vidéo sur les mages bleus savent que c'est les mages bleus, pas vraiment bleus, que sont Alatar et Palando. Et enfin, il y a un 5e magicien, un 5e Maya qui nous est présenté, qu'on a déjà rencontré dans le Silmarillion, notamment la Valaquenta. C'est notre Olorin, Gandalf, Mithrandir, le pèlerin gris, notre corbeau de tempête, qui est enfin arrivé en Terre du Milieu. Círdan va très rapidement comprendre qui est qui. Il faut savoir que Círdan, il a un excellent sens de la clairvoyance. C'est un don qui lui a été donné par les Valar en échange de sa dévotion pour le fait d'aider tous les elfes à traverser. En gros, Círdan va sentir que c'est des Maillards en mission, mais il a la clairvoyance de comprendre que Mithrandir, notre Gandalf, est la personne idéale pour Narya, pour l'anneau de feu. Alors, Círdan va lui donner « Car tes labeurs et tes soucis seront lourds, mais en tout cela te soutiendra et te préservera de la fatigue. Car ceci est l'anneau de feu, et grâce à lui, peut-être rallumeras-tu la bravoure d'autrefois dans un monde qui se refroidit. » Si vous voulez en savoir plus sur les Istari, vraiment, allez lire le chapitre sur les Istari dans Contes et légendes inachevées. Vous allez avoir plein d'informations. Dans ce texte-là, on a une phrase un peu longue qui nous explique vraiment la mission des Istari. Et c'est ce que firent les Valar, désirant de corriger leurs erreurs d'autrefois, notamment celle d'avoir tenté de protéger et d'isoler les Eldar par leur propre puissance et gloire pleinement révélée. Et tandis que désormais il était interdit à leurs émissaires de se révéler sous des formes de majesté, ou de chercher à gouverner la volonté des hommes ou des elfes par une démonstration ouverte de pouvoir, mais se présentant sous une apparence faible et humble, ils avaient pour mission de conseiller et de persuader les hommes et les elfes de faire le bien et de chercher à unir dans l'amour et la compréhension tous ceux que Sauron, s'il revenait, s'efforcerait de dominer ou de corrompre. Donc, les Istari sont choisis par les Valar, mais les 5 magiciens, même s'ils ont une puissance divine, ne sont pas faits pour affronter Sauron. C'est vraiment juste... voilà, ils donnent des petites tap-tap aux fesses au peuple de la Terre du Milieu pour qu'ils aillent faire eux-mêmes leur bataille, quoi. Dans le même texte, dans Contes et légendes inachevées, on apprend qu'Olorin a même hésité à y aller. Il se sentait un peu faible. Et même, il avait un peu peur de Sauron. Et c'est ça qui fait que Manwë, le roi des Valar, le seigneur de toute la planète ici, est désirant encore plus de le voir prendre cette mission. C'est parce que justement, il doute de lui. C'est comme si, plus que tout autre, Gandalf a été le plus motivé à réussir et qu'il prendrait cette tâche vraiment au sérieux. En sachant que, en fait, il va être le seul... des mages à finir sa mission. Heureusement que Manwë l'a choisi. Et peu après l'arrivée des Istari, les hommes qui vivaient dans les elfes et les hommes qui vivaient dans la forêt, la grande forêt verte, la belle grande forêt là où vivait Thranduil, ils vont commencer à donner un nouveau nom à cette forêt parce que d'un coup, elle a commencé à devenir beaucoup plus sombre et effrayante. Et elle sera donc appelée Mirkwood, donc forêt noire ou forêt de grande peur. Et peu après, plus ou moins au même moment, l'Eriador
va avoir l'arrivée de petits immigrants qui traversent discrètement les monts brumeux depuis les régions de l'Anduin. Ce sont des êtres qui sont plus petits que des nains, qui sont assez gourmands. On les appelle Perianath, les semi-hommes en Sindarin. Et Odin, merci pour les 60 lives d'affilée. Et bonne nuit, Bokunsu, avec leur groupe panard, là, exactement. Et ces Perianath, ces demi-hommes, constituent très probablement une branche de l'humanité jusqu'alors inconnue. Ce peuple, agissant dans l'ombre, reste à l'écart des préoccupations des grands et des magiciens, quoi pour la plupart d'entre eux. Et ça, c'est les hobbits. C'est les hobbits. Ils sont en train de migrer vers l'ouest, groupe par groupe, pour finalement s'installer dans les collines idylliques, bucoliques et fertiles de l'Arthedain, l'un de ces 3 royaumes qui faisait partie de l'Arnor, rappelez-vous. Ça y est, les hobbits viennent d'arriver dans l'histoire de la Terre du Milieu, parce qu'avant, ils n'apparaissaient nulle part. Les voilà, ils sont là, ça va aller. Les Istari, les magiciens, quand ils sont en Terre du Milieu, ne vont pas trop tarder à se séparer pour se répartir leur mission. Ainsi, les mages bleus, eux, vont disparaître à l'est, nous laissant nous demander s'ils ont accompli quelque chose ou pas finalement. Et je vous renvoie vraiment à la vidéo des échos d'Imadri sur les mages bleus si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé. Saruman, le blanc, et... Radagast le brun, lui, va aller à Rosgobel, s'amuser avec la nature et être plutôt perdu dans ses pensées. Et Saruman le blanc et Gandalf le gris, eux, sont vraiment, à ce moment-là, les deux seuls face à Sauron et son conflit. On nous dit que Saruman s'aventure lui aussi à l'est, mais finit par revenir et se plonge dans l'étude des anneaux de pouvoir. C'est évidemment sans surprise que nous apprenons ça, venant d'un Maya Daoulé, donc le Vala, le dieu de la forge. C'est normal que tout ce qui est création comme ça finisse par l'intéresser. Évidemment, Saruman va, au-delà de s'intéresser aux anneaux de pouvoir, va aussi s'intéresser aux ruses et aux méthodes de l'ennemi. Et Gandalf, lui, va faire ce qu'il fait de mieux. Bavarder, écouter, observer et faire preuve de beaucoup de patience et de compassion, chose qu'il a apprise notamment aux côtés de Niena, comme on l'a lu dans la Valaquenta il y a de ça beaucoup de semaines. Et c'est Gandalf qui, le premier, va commencer à s'inquiéter pour Dol Guldur, une ancienne forteresse sur une colline qui fut jadis la capitale des elfes sylvains. Donc c'était là où avait habité le père de Thranduil pendant tout un moment, mais ils avaient fini par abandonner la colline d'Amon Lenk. Et là, il semblerait qu'il y ait une influence bizarre à Dol Guldur. Et il est clair que c'est cette zone qui est responsable de l'obscurité qui commence à régner dans la forêt. Ce beau bois vert qui est maintenant devenu une forêt terrifiante. Et d'après les rumeurs, tout cela serait l'œuvre d'un nécromancien. Les sages pensent qu'il pourrait s'agir d'un Nazgûl, ce qui pourrait être vrai. Les 9 anneaux donnés aux hommes ne les ont pas seulement transformés en spectres, mais ils ont aussi permis aux Nazgûl d'avoir des sortes de pouvoirs magiques, si vous voulez. Or, les Nazgûl, depuis la défaite de Sauron, ils se sont quand même fait assez discrets, mais ils recommencent à se manifester et ça n'augure rien de bon. Alors Gandalf insiste sur l'importance d'aller voir à Dol Guldur, et finalement c'est lui qui va se rendre sur place pour enquêter. Pendant ce moment-là, plus ou moins, incroyable, le chef des Nazgûl, le roi sorcier, se présente comme le chef d'un nouveau royaume au nord, le royaume d'Angmar, devenant alors le roi sorcier d'Angmar. Ainsi, Angmar devient le premier royaume organisé de méchants, on va dire, depuis la grande défaite de Sauron. Alors, Angmar, c'est pas le Mordor, mais l'Eriador est assez affaibli, l'Arnor est affaibli,
Enfin, tout ce qui reste de l'Arnor, hein, puisque ça a été split en 3 royaumes, etc. Donc les royaumes de l'Eriador sont assez affaiblis. Et en ça, c'est déjà assez dramatique. Donc Langemar n'a pas besoin d'être le Mordor. Ça fera amplement le travail pour ça. Parce que oui, les 3 royaumes d'Arnor, hein, Arthedain, Cardolan et Rhodor, bah, sont en proie à des querelles et au déclin. Et là, il y a le roi sorcier qui arrive. Autant vous dire que là, ils vont s'en prendre plein la gueule. Dites-vous que même Elrond et Rivendell sont harcelés parce que oui, Angmar ose attaquer la dernière maison simple. Attendez, je vais remettre la musique. Hop, là. Mais avec Elrond, son anneau de pouvoir, ses fidèles, il n'y a rien que Elrond ne laissera passer. Les elfes tiennent bon. Le roi sorcier est tenu à l'écart. Il n'y a aucun problème. C'est repoussé comme attaque. Mais la tour de Ged à Monsoul, vous voyez bien... Du coup, elle n'est pas très bien cachée, la vallée cachée. Non, elle n'est pas très bien cachée, la vallée cachée. Attendez 2 secondes, je vais juste... Voilà. Je viens de vite fait bien remettre ma teinture. Voilà. Et un petit peu de café par la même occasion. Mais donc, je vous parlais d'Amonsoul. Amonsoul. C'était une tour de guet qui était mise en plein milieu des 3 royaumes. Si vous voulez, vraiment, c'était à la frontière des 3 royaumes d'Arnor. Et surtout, cette tour renfermait un palantir. Et dites-vous que ce lieu était un sujet de discorde entre les 3 royaumes entre eux. Et là, Angmar va foncer pour récupérer ça. Sauf que, ben voilà, il va ravager le reste du royaume, des royaumes du Nord. Hein. L'ancienne capitale d'Arnor est abandonnée, donc Anúminas. Mais la cité qui lui succède, Fornost, tombe également aux mains d'Angmar. La situation est critique, hein, le Rhodor et le Cardolan sont réduits en miettes. Et il ne reste plus que l'Arthedain. Et pourtant, pendant ce temps de trouble, hein, les hobbits qui avaient migré vers l'Eriador trouvent enfin leur place. Ils vont demander au roi d'Arthedain la permission de s'installer sur les petites collines, là-bas toutes mignonnes, qui deviendra la comté, tout simplement. La comté est fondée vers l'an 1600 du Troisième Âge. Et c'est sous l'autorisation du roi d'Arthedain qu'ils peuvent être là. Et Kiroa, merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Et coucou Iseinak. Dites-vous que dans le prologue du Seigneur des Anneaux, on nous dit que pendant les guerres contre Angmar, hein, pendant la bataille de Fornost, hein, les hobbits ont envoyé des petits soldats se battre. Après ça, dites-vous que la comté est vraiment un milieu qui est abandonné hein, par les voyageurs de la Terre du Milieu. Hein. Il n'y a pas grand-chose d'épique qui nous est raconté autour de la comté. Les aventures et la guerre, ça vous fait rater le second petit déjeuner, évidemment. Vous pourriez vous demander où était justement le Gondor lorsque l'Arthedain et le Cardolan et le Rhodor sont tombés. Évidemment, le Gondor avait aussi ses problèmes, mais ils vont quand même envoyer de l'aide. Le 33e roi du Gondor, Eärnur, va être important parce que il est le dernier roi du Gondor avant qu'il y ait des intendants. Mais deuxièmement, il y a une anecdote qui nous est racontée autour de ce roi dans les appendices. Alors, Eärnur, c'est le fils d'Eärnil. Et au moment où Eärnil est roi du Gondor et que Eärnur n'est encore qu'un prince, son père, Eärnil, va l'envoyer avec une flotte de Gondoriens prêter main forte à l'Arthedain face au roi sorcier. Il va y avoir les elfes aussi qui vont être présents pour la guerre contre le roi sorcier. Et ainsi, Eärnur, lui, va combattre aux côtés de Círdan, notamment, et Glorfindel. Oui, ce Glorfindel du premier âge qu'on a vu dans le Silmarillion en long et en large. Il a été réincarné, tout ça.
Et alors que les forces d'Angmar sont décimées par leur ennemi, Earnur va attirer l'attention, si vous voulez, du roi sorcier. Et là, ça va vraiment être une haine profonde parce que le roi sorcier va provoquer Earnur et Earnur va charger avec son cheval. Il fonce droit sur lui, prêt à l'affronter. Sauf que le cheval d'Earnur va s'emballer à proximité du Nazgûl et va le faire chuter, grosso modo. Et là, Earnur est contraint de battre en retraite sous les yeux de tous, complètement humilié. Et lorsqu'Earnur tente de revenir sur ses pas, le roi sorcier se fout littéralement de sa gueule avec un giga rire, quoi. Et Glorfindel va retenir Earnur pour ne pas qu'il continue à poursuivre le roi sorcier pour se venger. C'est à ce moment-là que Glorfindel va donner cette fameuse prophétie. Il ne reviendra pas sur ces terres, son destin est encore loin, et ce n'est pas par la main d'un homme qu'il tombera. Glorfindel, hein, évidemment, les elfes et leur clairvoyance, hein, ça revient tout le temps. Ainsi, le roi sorcier s'échappe, mais si on est terminé du royaume d'Angmar, les armées, voilà, ces armées sont anéanties à Fornost par ce qu'on pourrait vraiment appeler la dernière alliance des hommes et des elfes, peut-être. Ainsi, Angmar et Arthedain viennent de s'auto-détruire tous les deux au même moment. Et Earnur, toujours prince à ce moment-là, a envie de vengeance, mais il retourne au Gondor, et finalement Eärnil n'est plus, et Earnur finit par devenir roi. Le roi sorcier a donc délaissé Angmar, le royaume d'Angmar, puisqu'il a été détruit, et est retourné au Mordor, où ils vont se rassembler entre Nazgûl, évidemment. Le Mordor semble toujours privé de son seigneur des ténèbres, mais retrouve quand même une sacrée force et déploie toute sa puissance pour s'emparer de la ville de Minas Ithil. C'était la ville assez proche du Mordor qui était la cité d'Isildur au départ. Et ça y est, en prenant la ville de Minas Ithil, le Mordor vient d'acquérir un objet qui est hyper important, son propre Palantir. Les pierres de vision sont très importantes puisque celle-là, c'est la pierre de vision qu'utilisera Sauron pendant les événements du Seigneur des Anneaux et même avant pour correspondre avec Denethor ou encore Saruman. À ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et le Balrog fait des signes pendant ce temps. Mais ouais, c'est fou. C'est fou. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Après la capture, justement, de Minas Ithil, elle va être baptisée par ses nouveaux occupants en Minas Morgul. Voilà, c'est le roi sorcier qui devient le seigneur de cette ville, cette tour de la sorcellerie. Pendant ce temps-là, à Veracruz. Et puisque les méchants ont rebaptisé Minas Ithil en Minas Morgul, le Gondor réagit en rebaptisant Minas Anor en Minas Tirith. Le beau clin d'œil, la tour de guet de Finrod au premier âge qui avait le même nom, puisque Minas Tirith, ça veut dire tour de garde. Ainsi, Osgiliath, l'ancienne capitale du Gondor, est à ce moment-là déjà tombée sous les attaques du Mordor. Et donc Minas Tirith reste le principal bastion contre le Mordor pour le Gondor. Je vais attendre parce que c'est la pub. Je vous attends. Je vous entends. Ouais, pendant la guerre civile, ça fait Anor, mais c'est un autre sujet. Pitié les quêtes de Forlong. C'est vrai? Ça y est, on va arriver à la suite d'Eärnur. La suite d'Eärnur pour qui devient enfin Eärnur le débile. Vous allez tout découvrir maintenant. Pourquoi on l'appelle Eärnur le débile ici? Si vous voulez pas de pub, vous pouvez vous abonner. J'avoue, et en plus, ça soutient votre créatrice de contenu Terre du Milieu préférée. N'hésitez pas, c'est moi ça. Enfin, j'espère. mais merci, Saliri. Purée, j'en reviens pas, c'est la dernière fois là que je fais ça pour le cinéma. Tour de garde, c'est le magazine que les témoins de Jéhovah publient et distribuent. Et ouais, j'avoue, ça s'appelle Tour de garde. Mais c'est vrai, Ultra. J'avais jamais fait le lien. The Watchtower. Ah ouais, j'avais jamais fait le lien que c'était ça. C'est fou, j'avais pas fait le lien.
En tout cas, c'est chouette de faire ce petit rappel-là. C'est la première fois que j'écoute et c'est vraiment cool. C'est vrai, tant mieux. Bah, t'as 30 épisodes à rattraper sur la chaîne YouTube si tu veux, Ciolix. C'est... ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Ah ouais, non, c'est sûr, Ultra, qu'ils apprécient pas, ils apprécieraient pas Tolkien, hein, ça c'est sûr. Il y a de grandes chances qu'ils apprécient pas. Ça m'étonnerait. Ça valait le coup. Mais ouais, totalement Lord Pancake, ça va. Je suis trop fière. Ouais, mais comme j'ai lu Contes et légendes d'Inachevés, j'ai quelques rêves, notamment sur Isildur. Ah ouais, t'es vraiment tombé sur le meilleur chapitre, parce que Isildur, tu vois pas du tout de tout le Silma, c'est vraiment juste ce chapitre-là. Coucou à celle qui est Brianne. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais pas enchaîner avec le Seigneur des Anneaux. Pas tout de suite. Je vais souffler un petit peu. Et si je dis que si je devais en faire un, j'essaierais de faire du conte de fées en priorité. J'en parle beaucoup et je pense que ça vaudra la peine d'avoir une série de vidéos vraiment sur ça. Enfin, de références pour envoyer. Je pense que ça urge plus que de faire le Seigneur des Anneaux. Selon moi. C'est pas grave, tu feras des lives karaoké tout l'été. Let's go! Bon, on continue? Donc, Minas Morgul a été prise par les Nazgûl. On a Earnur qui est à Minas Tirith. Et là, le chef des Nazgûl va lancer un défi à Earnur, l'affronter en duel, et pour de vrai cette fois. Sauf que, vous vous rappelez, hein, Earnur il s'est fait humilier par le roi sorcier d'Angmar. Et il voudrait, enfin vraiment, Earnur voudrait répondre oui, je veux te friter quoi. Mais son intendant arrive à le retenir. Ah, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Heureusement son intendant était là. Sauf que 7 ans plus tard, le roi sorcier renouvelle sa provocation. Et là, Earnur, le débile, s'avance seul jusqu'aux portes. Et évidemment, il reviendra jamais. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il ne reviendra jamais. On ne sait pas ce qu'il advient d'Earnur, mais c'en est fini du roi du Gondor. Mardil le Goth, exactement. Ainsi, en attente du retour du roi, les intendants vont rester à la tête du Gondor. Ils n'ont pas d'autre choix, ils doivent attendre le retour de n'importe quel descendant nouménorien ayant les droits légitimes au trône. Et il n'y en a plus là tout de suite au Gondor, et même s'il en restait dans les royaumes du Nord dévastés, ils sont un peu dispersés dans un peuple errant. Voilà, c'est les Rangers quoi. Le peuple qui est un peu méprisé et dédaigné, hein, un peu secret, et seuls les elfes d'Elrond hein, se souviennent un peu de qui ils sont. Et là, vous vous dites peut-être, et les nains dans tout ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Parce que aux dernières nouvelles, hein, il y avait des nains dans les deux camps pendant la dernière alliance. Eh bien, dites-vous que les nains se sont retranchés à Khazad-dûm, en grande majorité, se donnant à l'écart des problèmes des autres et creusant à la recherche du mithril. Et cet isolement est protégé assez bien jusqu'au règne de Durin VI, où là, évidemment, ils vont creuser trop profondément. Parce que oui, ils vont rencontrer un ancien esprit de feu qui était dans les profondeurs de la terre depuis la guerre de la colère. Et... Chamallow, merci beaucoup pour le follow, merci beaucoup. Mais en quête de mithril, voilà, les nains ont accidentellement déterré ce monstre du premier âge. Et malheureusement, ce Balrog, il est pas très très gentil. Et beaucoup de nains vont périr, notamment Durin VI. C'est pour ça qu'on l'appelle le fléau de Durin. Ce qui est important de savoir ici, là, par rapport aux événements avec les nains, c'est que comme les nains étaient retranchés sur eux-mêmes, il faut comprendre que
les informations fiables concernant ce qui se passe là-bas ne parviennent pas forcément aux oreilles de tout le monde. C'est-à-dire que les elfes de Lothlorien, ils sont pas certains de ce qui se passe là-bas et ils appellent ça la terreur sans nom. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a un terrible événement qui s'est produit en Moréa, que les orques y ont élu domicile, les nains voilà, deviennent réfugiés et se dispersent à travers la Terre du Milieu, dans les montagnes grises, les montagnes bleues. On a un des héritiers de Durin qui part vers l'est et va fonder le royaume d'Erebor, devenant le premier roi sous la montagne. Voilà, Erebor apparaît enfin sur la carte. On nous dit aussi voilà, que les nains vont découvrir l'Arkenstone, la pierre arcane, profondément enfouie dans les racines de la montagne. Attention, je rappelle qu'il ne faut pas confondre la pierre arcane avec un Silmaril. On a une vidéo sur la chaîne des Échos d'Imladris sur est-ce que l'Arkenstone est un Silmaril. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller la voir. Ce joyau n'est pas donc censé être un Silmaril, mais l'Arkenstone a une valeur inestimable pour les nains. Et coucou Yata. Heureusement, dans la montagne solitaire, il n'y a aucun Balrog qui rôde dans les parages. Mais bon, pas loin d'Erebor, il y a la forêt noire ou la forêt de grande peur. Et là, on a la colline de la sorcellerie, Dol Guldur, au sud de cette forêt. C'est là où ce fameux nécromancien est caché. Eh bien, Gandalf va s'y rendre pour enquêter. C'est une entreprise un petit peu risquée, vu qu'on parle quand même si c'est une divinité, il est quand même cadenassé dans un corps qui l'affaiblit. Et là, ce qui va se passer, c'est que comme Gandalf arrive à Dol Guldur, Sauron va être contraint de s'enfuir par la porte de derrière, d'une certaine façon, pour qu'on ne découvre pas qu'il est là. Parce que pour faire son grand retour, Sauron, il peut pas se permettre que les sages se mêlent de ses affaires. Et il est loin, là tout de suite, de pouvoir revenir en force. Alors il joue la stratégie, petit à petit, et reste dissimulé. Il avance des petits pions par-ci par-là, les orques en Moria par exemple, ou les Nazgûl qui font quelques Minas Morgul, etc. Mais voilà, Sauron reste quand même dissimulé. Et coucou Mister Kayo et Sylvestre, coucou à vous. J'espère que ça va bien. Une fois que Sauron s'est enfui de Dol Guldur, loin à l'est donc, le pays va connaître, la Terre du Milieu va connaître une période de stabilité relative. C'est ce qu'on appelle la paix vigilante. On dit souvent que c'est l'ingérence de Gandalf dans les affaires de l'ennemi qui initie cette longue paix, voilà. Mais pourtant, lorsqu'elle prend fin, près de 4 siècles plus tard, c'est parce que Sauron revient en douce à Dol Guldur et donne de nouveau des instructions à ses serviteurs là-bas. Et puis, à ce moment-là, plus ou moins, il va y avoir des choses importantes qui vont se produire, notamment un petit hobbit vivant au bord d'une rivière nommé Sméagol, qui va trouver l'anneau unique dans l'Anduin. Enfin, voilà, il l'a dérobé à Déagol. Ainsi, le précieux trésor perdu de Sauron n'a pas tellement dérivé loin de l'endroit où Isildur l'a perdu. Ce qui est fou, c'est que si vous regardez sur la carte, Dol Guldur n'est pas si loin des Champs des Flambes, là où Sméagol a retrouvé l'anneau. Et c'est assez drôle de se dire que c'était un endroit super proche de là où Sauron s'est caché et qu'il n'en avait aucune idée. Et coucou Léon. En tout cas, Sauron n'est pas encore assez fort pour percevoir sa présence. Alors Sméagol va garder l'anneau, l'utiliser sans retenue et va devenir vraiment un salopard, voilà. À tel point qu'il va être chassé de son clan de hobbits. Et petit à petit, Sméagol va se transformer en Gollum et trouvera refuge dans les monts brumeux. Ainsi, il est quand même assez bien caché. C'est quasi à côté. C'est vraiment pas loin. En termes de terre du milieu, c'est vraiment pas loin, Siolix. À peu près à la même époque, le Conseil Blanc va être formé. Grosso modo, il faut voir ça comme un club des sages élites influents parmi, on va dire, le côté du bien, dans lequel on a Saruman, Galadriel, Elrond, Círdan, Gandalf, Celeborn,
qui s'engage à surveiller vraiment bien la Terre du Milieu pour surveiller le retour de Sauron et œuvrer pour contrer son retour. Les Istari étant pour la plupart dispersés, ben voilà, ça fait le Conseil Blanc, c'est un peu ceux qui prennent le relais de Radagast et des Mages Bleus qui ne sont pas là. Le Conseil se réunit assez rarement, discute beaucoup, mais font pas forcément agir à chaque fois. Gandalf essaye de faire bouger les choses, hein, que le Conseil agisse, mais c'est souvent Saruman qui est le chef du Conseil qui freine vraiment fort. Parce que oui, hein, Saruman, on peut le voir comme un peu un prétentieux, ce qui est totalement vrai, ou en tout cas on passe de le devenir. Il n'est pas encore tombé du côté du mal, mais plus il en apprend sur Sauron, et plus il souhaite pas spécialement le vaincre, mais le remplacer, si vous voulez. Et coucou Corvax. Et là, faut savoir que pendant tout un temps, Saruman ne vit pas encore dans Orthanc. Hein. Il est toujours en mouvement. C'est plus tard qu'il viendra, il deviendra le gardien d'Orthanc. En parlant des hommes, l'Arnor, comme je vous ai dit, a disparu depuis quelques temps maintenant. Le Gondor commence à être assez affaibli. Hein. Les frontières du Royaume du Sud sont assez instables. Heureusement, à un moment, quelques cavaliers intrépides vont être présents pour aider le Gondor à repousser des envahisseurs persistants. Et pour cette aide, qui est venue à un moment clé, l'intendant du Gondor va leur offrir la pleine propriété des plaines du Calenardon, qui s'étend de la frontière, de sa frontière nord jusqu'aux montagnes blanches. Là, on vient d'avoir l'explication de la création du Rohan, puisque le premier souverain de ce territoire repensé est Eorl le Jeune, et son nouveau royaume sera le Rohan, ou Riddermark, la terre des cavaliers. Ainsi, les Rohirrim sont enfin un royaume, et ce peuple est en réalité descendant des hommes qui ne sont pas allés jusqu'au Beleriand au premier âge. Le Rohan et le Gondor vont devenir amis, se jurent fidélité. Et comme vous le verrez, les guerrières du Rohan peuvent être redoutables. Pendant ce temps-là, il y a, comme je vous disais, des orques qui sont plutôt pillards. On a des orques qui sont dans les monts brumeux, dans la Moria. Et un jour, rappelez-vous, je vous ai dit qu'Elrond avait épousé Celebrian, la fille de Galadriel. Un jour, l'épouse d'Elrond, Celebrian, va être capturée par des pillards orques alors qu'elle voyage entre sa maison avec Elrond et aller chez sa maman en Lothlórien. Et là, elle va être torturée par les orques, mais elle sera sauvée par ses fils, ses jumeaux, Eladan et Elrohir, et elle sera ramenée à son mari, Elrond, pour être soignée. On ne sait pas les sévices qu'elle a reçus, mais en tout cas, elle a trop souffert aux mains de ses ravisseurs. Elle a trop souffert. Et Elrond, alors qu'il est avec Vilya, l'anneau de pouvoir de guérison le plus puissant des anneaux, elfiques, il n'arrive pas à la soulager de cette douleur et cette souffrance qu'elle a reçue. Ainsi, très peu de temps après, elle va embarquer pour Valinor, justement le seul lieu où elle pourra, d'une certaine façon, se rétablir. Et elle laisse derrière elle son mari et ses enfants jusqu'à ce que leur tour vienne de partir vers l'ouest, sauf Arwen, comme vous le savez. Là, Elrond, il a toutes les raisons de détester encore plus Sauron avec ce qui vient de se passer. Et pendant ce temps-là, à la frontière du Gondor et des Monts Brumeux, après le long hiver au Rohan avec la guerre des Rohirrim, etc., Isengard va accueillir un nouveau locataire, Saruman. Parce que l'intendant du Gondor, avec l'autorisation du roi du Rohan, va autoriser que Saruman ait les clés d'Orthanc s'il s'engage comme lieutenant du Gondor, une sorte de surveillant de frontière. Et donc, l'intendant lui confie les clés de la tour.
Parce qu'on nous dit que Saruman commença ainsi à se comporter comme un seigneur des hommes, ce qui est plutôt... voilà, c'est censé être un guide, pas un seigneur, mais bon, voilà. Saruman est toujours à la tête du Conseil Blanc, il a toujours le respect, et vous savez que la voix de Saruman, elle est importante. Donc, ce qu'on sait, c'est surtout qu'à l'intérieur d'Orthanc, il y a un palantir. Et dans l'appendice A, on nous dit, bien qu'il ne fit guère de doute par la suite que Saruman se rendit à Isengard dans l'espoir d'y trouver la pierre encore présente et dans le but d'y consolider son pouvoir, il est certain qu'après le dernier Conseil Blanc en 2953, ses desseins vers le Rohan, malgré l'habilité avec laquelle il les dissimulait, étaient maléfiques. Parce que 40 ans après l'arrivée de Saruman en Isengard, le nouveau royaume nain de la montagne solitaire est hélas de nouveau en proie à un monstre gigantesque. C'est pas un Balrog cette fois-ci, c'est une autre créature ailée. Vous savez très bien de qui je veux parler. Un beau dragon de feu, arrogant, venu des montagnes, qui a entendu parler des richesses d'Erebor, animé par la cupidité. Évidemment, c'est notre Smaug le terrible qui débarque, détruit la cité de Dale, la cité des hommes qui est juste à côté d'Erebor, et Smaug s'empare de la montagne solitaire et de ses trésors. Les nains vont ensuite entrer en guerre contre les orques qui occupent la Moria. Le conflit tourne mal. Après la disparition et la mort de leurs derniers héritiers, Thorin, l'écu de chêne, devient le nouveau roi en exil de son peuple. Bonne nuit à ceux qui vont dormir. Myrdine Lana, coucou à toi. Et Kasana, merci pour le raid. J'espère que tu vas bien. C'est vraiment comme c'est Palantiri. Faudrait relire ça exactement. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Féanor. Faudrait relire dans le chapitre, dans Contes de légendes inachevées sur les Palantiri. S'il y a quelque chose qui est donné là-dedans. Et coucou à Shan Falco, bienvenue ici. Bienvenue en Terre du Milieu. Bah, si tu regardes, je veux bien que tu me donnes la réponse, Féanor, si tu la trouves. Et Shan Falco, merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue ici. Gandalf, qui lui est toujours fidèle à son esprit libre et un peu anticonformiste, va de nouveau s'introduire à Dol Guldur et cette fois-ci il confirme la présence de Sauron. Il en informe le Conseil Blanc, mais Saruman refuse tout de même d'attaquer. Pourquoi? Parce que Saruman considère Sauron comme un rival. Il convoite l'anneau unique et sait que Sauron le cherche activement. Et si les espions de Sauron découvrent des indices, peut-être que Saruman pourrait en profiter pour trouver l'anneau unique avant lui. Ouais, les 7 Palantiri, c'est un héritage de Númenor. Ouais, on a vu ça. Et bonne nuit, Richie, repose-toi bien. Mais Gandalf, il n'est pas prêt à attendre indéfiniment. Il ignore les volontés de Saruman pour l'anneau unique, mais Gandalf, son esprit, il est indomptable, vraiment. Alors, il va poursuivre son chemin et il va faire la rencontre, par hasard, de Thorin, écu de chêne, près du village de Brie. Et n'appréciant pas trop le dragon... Et voilà, imaginons ce que Sauron pourrait faire s'il s'alliait avec un dragon. Gandalf décide de prendre les choses en main. Et coucou Pablito, comment vas-tu? Là, c'est l'histoire du Hobbit, où Bilbo s'impose comme le Hobbit du moment, s'empare de l'anneau unique des mains de Gollum, sans en mesurer l'importance. Ça aide les nains dans la montagne solitaire à récupérer leur foyer. Thorin, l'écu de chêne, devient le roi sur la montagne. Vous voyez tout ça. Et entre-temps, le Conseil Blanc écoute enfin Gandalf et décide d'agir. Enfin, c'est-à-dire que là, Saruman laisse agir. Parce que Saruman pense que Sauron pourrait retrouver l'anneau unique. À ce stade, Saruman avait déjà appris que l'anneau avait disparu dans les champs Osiris. Et c'est là que Sauron avait justement des espions. Et là, il est temps de le chasser. Là, il est temps de chasser Sauron. Il en a marre. Thorin est couronné. Thorin devient roi sous la montagne, oui. Quand il récupère, après la mort de Smaug, Thorin revient. Enfin, il meurt juste après, mais
il redevient un roi sous la montagne pendant un court laps de temps. Ainsi unis, les membres du Conseil Blanc pénètrent dans Dol Guldur. Sauf que Sauron prend la fuite. Voilà, ils arrivent et Sauron s'enfuit. Pas de superbe scène comme dans les films de Galadriel en mode dark gaga. On n'a pas ça. Ainsi, Sauron retourne tranquillement au Mordor et il est temps de superviser la reconstruction de Barad-dûr parce que oui, rappelez-vous, les fondations de Barad-dûr n'ont pas été détruites après la dernière alliance. À présent, suite aux aventures de Bilbo, l'anneau unique est dans la comté et Gandalf ne dira rien à propos de ça. Mieux vaut ne rien dire. Gandalf suppose que c'est un anneau de pouvoir, mais il ne pense pas encore que c'est l'anneau unique destiné à tout ça. Hein. Il se dit peut-être que c'est un des anneaux plutôt mineurs forgés par les elfes au second âge. Bref, Bref, quoi qu'il en soit, la comté et ses habitants ont besoin un peu d'être protégés. Et donc Gandalf va demander aux rôdeurs, donc les descendants des Dunedain d'Arnor, de veiller sur les terres des Perianath, donc des Hobbits. Ce passage ici, là, on est vraiment où tout commence un peu à s'accélérer, où on sent que le monde va courir vers de grandes choses nouvelles. Parce que le troisième âge est pas paisible, pas vraiment. Hommes et nains vont subir des pertes. Hein, voilà. Les elfes restent vigilants, même s'ils sont beaucoup moins nombreux. Hein, ils sont en effectif réduit. Et là, Sauron va passer à la vitesse supérieure. Le temps, là, a joué en sa faveur. Il a recouvré suffisamment de puissance pour se lancer vraiment à la poursuite de son anneau. Alors il va réussir à capturer Gollum et apprend que son précieux trésor a été trouvé. Et là, il est temps d'envoyer les Nazgûl en mission de reconnaissance. Je suis désolée, je vais devoir me moucher. Ah ouais, la scène du film, elle est incroyable, hein, Sean Falco. Ouais, c'est Lady Gaga. Et coucou, je déconne frère, comment ça va? Si Sauron s'empare de l'anneau unique, hein, c'est la fin du monde. Hein. Qui pourra l'arrêter? Il n'y a pas de Gil-galad, pas d'Elendil le Grand, pas de dernière alliance. Les elfes sont devenus trop faibles, trop peu nombreux. Le sang de Númenor, il s'est distillé. Là, ça devient un petit peu compliqué. Mais en Ardor, les Dunedain, enfin les Dunedain, hein, avec toutes leurs lignées, les Rangers, etc. Il y a un dernier né de cette lignée. Et Nan Hopper, merci beaucoup pour le follow. Il y a un petit dernier né là dans cette lignée, un jeune Aragorn, fils d'Arathorn, qui meurt d'une flèche orque dans l'œil, comme Uor, le père de Tuor, qu'on a vu dans le Silmarillion, et en large aussi, hein, Uor. Et coucou mes robots. Elrond va accueillir Aragorn chez lui, et à sa majorité, hein, la majorité d'Aragorn, Elrond va tout lui dévoiler, son héritage, le poids de l'histoire qu'il a sur ses épaules. Et comme Beren, un destin tragique l'attend. Et surtout, comme Beren, il va surtout rencontrer l'amour de sa vie dans une princesse elfe. Hein. Mais oui, l'histoire fait que c'est la fille de son père adoptif, hein, puisque Elrond aime profondément Aragorn. Hein. Il l'aime profondément, c'est vraiment comme un fils pour lui. Mais Aragorn tombe amoureux d'Arwen. Et c'est comme Beren, hein, il doit accomplir une mission pour avoir le cœur d'Arwen. Aragorn aura donc, comme Beren, un chemin semé d'embûches devant lui pour réaliser une tâche apparemment impossible. Parce que Elrond lui a confié la tâche, hein, celle de devenir le roi du Gondor, d'unir le royaume du Nord, de sauver le monde. Grosso modo, c'est pas un Silmaril qui demande, mais il lui demande quand même beaucoup. Mais oui, ça... mais qu'est-ce qu'on pense d'Ilúvatar qui appréciera un mélomane indépendant? Ce mélomane indépendant, il vient de la pensée même d'Ilúvatar. Et
Coucou Van Grida. Quel âge la majorité d'un Númenóréen qui peut vivre super longtemps? C'est 21 ans, la majorité. Quand Aragorn sait, il a 21 ans, c'est considéré comme sa majorité. Donc, Palantir de Tours, Gandalf explique à Pépin que le Conseil Blanc connaissait l'existence des Palantiri, mais ne s'était pas encore penché sur leur devenir. Saruman a dû... Potentiellement, ouais. Ça, faut voir... Faudrait que je cherche dans les homies aussi. Ainsi, Aragorn va commencer un peu son aventure sauvage, on va dire. C'est-à-dire que avant de pouvoir vraiment reconquérir conquérir plutôt le Gondor, là, devenir roi, etc. Il va devoir gagner en expérience et c'est ainsi qu'il va commencer à errer un peu en terre du milieu. Il va venir en aide à de nombreuses personnes face à l'ombre du Mordor sous une multitude d'alias. Il va combattre Aurohan, au Gondor. Et il s'enfonça seul, loin à l'est et profondément au sud, explorant le cœur des hommes bons et mauvais et découvrant les complots et les machinations des serviteurs de Sauron. Il y a plein de choses qu'on ignore sur Aragorn. C'est pour ça que si un jour il doit y avoir un film, n'hésitez pas à faire un film sur la jeunesse d'Aragorn. Parce que vous pouvez faire plein de choses trop bien. Il y a moyen de faire plein de choses trop bien avec Aragorn, c'est terrible. Mais voilà, Aragorn revient ensuite là où il était, hein, dans son rôle de rôdeur. Et les hommes de Bree vont l'appeler arpenteur, grand pas, si vous voulez, strider en anglais, et pas trotteur, comme on l'a vu dans la vidéo courte aujourd'hui. C'est pas Aragorn, c'est trotteur d'abord. J'avoue. Son ami Gandalf va faire appel à lui pour surveiller justement les environs et surtout les hobbits. Et ici, ben, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Là, c'est la... Ça y est, hein. C'est la dernière ligne droite. C'est... Athéna, merci beaucoup pour ton 10e mois. Oh, pas de souci, courage pour ta tête. Mais tu arrives pile pour... Là, c'est... Ça y est, c'est l'intrigue complète du roman le plus célèbre de Tolkien qui commence. Le Seigneur des Anneaux. Avec notre Frodo qui, au début, a encore 10 doigts. Qui prend le relais et qui commence une grande aventure avec l'anneau magique de Bilbo. Une grande fête d'anniversaire, des feux d'artifice, l'immobilier à cul-de-sac, intervention d'un personnage trop bizarre dans une forêt, des spectres, scène de poursuite, Saruman et sa vraie nature, de multiples couleurs disco, Radagast qui libère son vieil ami, indirectement et sans le savoir surtout, grâce à l'aide de l'aigle le plus incroyable du 3e âge, évidemment Gwyr. Frodo qui fait la connaissance ensuite de plein de personnes incroyables. Il est chez Elrond. Il fait la route avec la fraternité 9 compagnons. La situation du monde est incroyable. C'est un road trip qui nous attend. Un chapitre de 50 pages concernant le Hobbit, c'est ça. La fraternité avance avec cette quête pour essayer de détruire l'anneau. Ils perdent leur Istar face au fléau de Durin, hein, dans les profondeurs de la Moria. La communauté fraternité va rencontrer Galadriel. Ça avance, ça avance, ça avance. Comme vous le savez, on a la tentative de Boromir de récupérer l'anneau. Ils perdent un ami. Les événements prouvent à Frodo qu'ils doivent se séparer. Ainsi, Frodo et son jardinier vont se séparer de la fraternité, rencontrer Gollum. À un moment même, Frodo est obligé d'utiliser la lumière d'un Silmaril provenant de la lampe frontale des Arendil, hein, voilà, pour repousser un enfant d'Ungoliant. Ainsi, Aragorn, Legolas et Gimli traversent le Rohan, se battent contre les orques de Saruman. Les cousins de Frodon, donc Merry et Pipin, eux, rencontrent les Ents, qui vont avoir un rôle crucial, hein, pour contrer la menace renégate de Saruman. Et plus tard, voilà, l'histoire se déplace vers le Gondor, où se trouve Minas Tirith, harcelé par les forces du Mordor, où enfin Aragorn, l'héritier d'Isildur, et
son groupe de rôdeurs partent en secret à la recherche des parjures qu'Isildur avait maudits au second âge. Et à présent, ces parjures vont se racheter, ce qui permet à Aragorn de rejoindre le groupe par la force sur les champs de bataille devant Minas Tirith. C'est sur ce champ de bataille que le roi sorcier aura enfin ce qu'il mérite grâce à Éowyn et Merry. Belle soirée, Méowyn. On avance toujours et finalement Frodo et son jardinier arrivent au Mordor, portant l'anneau unique jusqu'au dernier endroit au monde où Sauron oserait regarder. Et qu'Isildur avait jadis refusé de grimper la montagne du destin, Orodruin, à Mon Amarth, le mont destin maintenant. Et là, c'est quasi au bord où Frodo flanche d'une certaine façon, mais grâce à la pitié qu'il a apprise de Gandalf, qui lui-même l'a apprise de Niena, le destin s'est assuré que Gollum soit là au dernier moment pour lui arracher son doigt maudit. L'anneau unique destiné à les gouverner tous est donc brisé, Barad-dûr, et ses fondations sont enfin écroulées. Sauron est réduit à l'impotence. Les hobbits ont sauvé le monde, mortel tout entier. Aragorn va unir les terres sous la bannière du Gondor et de l'Arnor et va pouvoir ainsi épouser Arwen. Son épouse fait alors le même choix que Luthien, c'est-à-dire qu'elle décide la vie mortelle et donc quittera les cercles du monde à sa mort. Gandalf aide ensuite Aragorn à retrouver un jeune plant d'arbre, de l'arbre blanc qui fleurit et pousse à nouveau. Parce que l'arbre était un peu mort. Mais malheureusement, après la destruction de l'anneau, Saruman, lui, s'était attardé suffisamment pour foutre la merde dans la comté, qu'on appelle le nettoyage de la comté. Et Saruman se retrouve finalement à malmener les hobbits sur leur terre. Mais finalement, les hobbits, alors qu'ils rentrent d'avoir sauvé la terre du milieu, doivent encore se battre et finissent par vaincre Saruman sans avoir besoin de l'aide des hommes, des elfes ou de tout autre magicien. Et bien qu'ils sont de simples mortels, Frodo et Bilbo vont bénéficier d'un permis pour naviguer sur la route droite. Cette route qui permet de rejoindre Aman ou Valinor, les terres immortelles. Et conformément à la politique des Valar réservée aux elfes anciens porteurs de l'anneau unique, ils ont beaucoup souffert et mérité une place de choix au paradis, aussi éphémère soit-elle. Hop, attendez, je remets la musique. Évidemment, tous ceux quiconque lit ceci vous connaissez en partie. Saruman était le seul qui avait gagné des surintendants à utiliser les annales du Gondor pour comprendre l'intérêt. Cospec, tu sais me dire d'où t'as l'information, s'il te plaît? Tu sais me dire la source, si tu veux bien? Je veux bien que... Comme ça, Mais merci en tout cas d'avoir cherché, merci beaucoup. Mais donc oui, c'est la fin. Du coup, les enfants d'Arwen auront quelle longévité vu qu'Arwen est la fille c'est un peu comme les Dunedain, ils vont avoir du sang Núménoréen plus long avec du sang elfe, donc une longue longévité. Comptez les gens d'inachevés. Merci Cospec, je me doutais bien que ça devait être dit, donc comptez les gens d'inachevés. Oui, il trouvera l'Hélène d'Ilmir, Féanor. Merci beaucoup Cospec, c'est super gentil d'avoir été vérifié. Alors, ainsi, le monde passe vraiment dans le monde des hommes. Et c'est important de se dire que ici, le quatrième âge de l'histoire de la Terre du Milieu va commencer et que c'est l'âge des hommes qui commence. Mais quand vous lisez le Silmarillion, c'est principalement raconté du point de vue des elfes. Et l'histoire se termine avec le départ des derniers Noldor, c'est-à-dire Galadriel, Glorfindel notamment. Parce que Galadriel, il est temps qu'elle retrouve sa famille, évidemment. Ce qui est marrant, tout est relatif, mais Galadriel va partir alors que son mari Celeborn va rester un petit temps en Terre du Milieu. C'est le dernier des Eldar à partir à une date indéterminée.
Le livre va s'achever sur Elrond, qui est une figure emblématique des jours anciens et qui est là, qui a des liens très forts avec les hommes, puisque son père, Eärendil, lui, est toujours dans le ciel. Grand symbole d'espoir. Le frère d'Elrond fut le premier roi des Núménoréens et sa fille à présent est une nouvelle Lúthien qui vient d'épouser un descendant de Núménor. Et avec le départ d'Elrond ici, le demi-elfe, maître de grands savoirs et de souvenirs, les choses se concluent de manière harmonieuse. Bien qu'il parte lui aussi un jour, Círdan fait ce que les elfes font de mieux. Il s'attarde encore un peu, il se tient sur les rivages de la Terre du Milieu, attendant de recueillir les derniers rescapés, comme peut-être Eladan et Elrohir, mais dont on ne sait pas puisque Tolkien ne nous a pas dit leur destin. C'est Círdan qui a aidé à construire le navire utilisé par Eärendil, et donc il est tout à fait logique que ce soit lui qui ait construit le navire qui transporte Elrond vers l'ouest. Ainsi, Elrond s'en va, quittant le monde courbé pour la route droite vers Valinor, retrouvant ainsi sa femme. Et voilà, c'en est terminé pour le Silmarillion. On est arrivé ici à la fin. Et comme... je vous fais une petite histoire éditoriale. Il y a quelques petites choses à dire. Sans trop rentrer dans les détails. Quand on regarde le chapitre que Christopher a fait, Christopher nous donne pas mal d'informations autour du chapitre du troisième âge, des anneaux de pouvoir et du troisième âge, dans Peoples of Middle-earth. Christopher Tolkien remarque dans les peuples de la Terre du Milieu que son père aurait dû revenir à la fin de l'écriture du Seigneur des Anneaux pour donner au moins la description des événements ultérieurs dans les chapitres de l'ombre du passé et du Conseil d'Elrond et de l'évolution par rapport à ceux-ci dans le texte que justement Tolkien a écrit qui s'appelle Les Anneaux de pouvoir et du troisième âge. En gros, Tolkien père avait écrit Des Anneaux de pouvoir et le troisième âge qui sont deux textes et Christopher pense que son père aurait dû rajouter des informations dans le chapitre du Seigneur des Anneaux qui traite de tout ça. Ce qu'il n'a pas fait. On constatera donc que dans ce passage se trouvent les ébauches d'une partie du récit de l'œuvre séparée. C'est des développements ultérieurs du Conseil d'Elrond. Le chapitre est devenu le véhicule d'un récit beaucoup plus complet des premiers royaumes núménoréens en Terre du Milieu. Et une grande partie de celui-ci se trouve maintenant non pas dans le Seigneur des Anneaux, mais dans le texte des Anneaux de pouvoir et du troisième âge. C'est ça qui est fou, c'est que Tolkien aurait pu donner beaucoup plus d'informations dans le Seigneur des Anneaux, mais il ne l'a pas fait. Ainsi, on apprend aussi que le long passage qui concerne les anneaux, qui est écrit au verso d'une page insérée dans le chapitre que devient le miroir de Galadriel, on apprend que la conception finale de la relation des anneaux de pouvoir avec Sauron a émergé, du moins dans son essence, parce que les anneaux de pouvoir furent forgés par les elfes sous la direction de Sauron, mais ils forgeaient en secret l'unique pour gouverner tous les autres. Finalement, ce passage préfigure ce qui se trouve dans les anneaux de pouvoir, mais mon père à ce stade le destinait probablement au Conseil d'Elrond. On a vraiment le Conseil d'Elrond et le chapitre de l'ombre du passé qui résonnent super fort avec les textes des anneaux de pouvoir et du troisième âge. Christopher Tolkien nous indique dans Peoples of Middle-earth que les textes des Anneaux de pouvoir et du troisième âge n'ont pris forme que très tardivement lors de l'écriture du Seigneur des Anneaux. Merci Miss Carole, merci beaucoup pour ton 6e mois. Et peut-être peu avant son achèvement à la fin de l'été 48. Il est certain qu'une version de l'ouvrage existait déjà à l'automne 48 puisque Tolkien souhaitait prêter le texte des Anneaux de pouvoir, ainsi que d'autres documents relatifs au Silmarillion, à une certaine Catherine Farrar, mais il ne parvint pas à le retrouver. Il mentionna à nouveau l'ouvrage des Anneaux de pouvoir, justement dans une lettre à Milton Waldman, la fameuse lettre 131, datée de 51. Et en avril 1954, Tolkien proposa de prêter un exemplaire dactylographié à Naomi Mitchison. Naomi Mitchison, dont j'ai reçu le livre aujourd'hui. Le monde est petit. Christopher note dans Peoples of Middle-earth qu'il a dû modifier notamment le nom du père de Gil-galad
C'était Felagund dans Fingon, hein, dans Les Anneaux de Pouvoir, parce que justement, son père avait indiqué que Finrod Felagund n'avait pas d'enfant dans d'autres textes et que dans une note, Fingon était son père. Cependant, vous le savez, l'ascendance de Gil-galad, elle est un peu spéciale et je vous renvoie à la vidéo des Échos d'Imladris sur le sujet. Alors voilà, on est sur un texte qui est assez particulier pour terminer, où c'est des textes qui donnent des informations supplémentaires pendant l'écriture du Seigneur des Anneaux et pourtant Tolkien n'a pas injecté forcément toutes les informations dans le Seigneur des Anneaux à ce moment-là. Mais c'était quelque chose qu'il voyait quand même lié au Silmarillion. Et c'est pour ça que Christopher Tolkien a décidé de les publier avec le Silmarillion, même s'ils ne font pas partie de la Quenta Silmarillion, mais bien de textes à côté. Chers voyageurs en Terre du Milieu, ceci était notre dernier voyage à bord de Vingilots. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces 31 épisodes. Merci pour votre patience, pour votre écoute, pour votre bienveillance. Merci de m'avoir choisi pour vous accompagner pour la découverte de ce texte. Merci à ceux qui sont là depuis le début, ceux qui ont pris en cours de route. Merci aux nouveaux, récents. Vous aurez des heures d'écoute à rattraper. Merci vraiment de me choisir comme guide en Terre du Milieu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine aventure en Terre du Milieu, ou en tout cas dans les livres de Tolkien. Merci pour tout. Oh, Gisela Malice, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 5 abonnements offerts. Merci. Oh là là, en vrai, je me sens toute drôle. Je me sens toute drôle d'avoir terminé. Oh mince, c'est 38. Hop, voilà, c'est ça. Je me sens toute bizarre. Merci de nous avoir menés durant ce voyage à travers les âges et les paysages. Merci, c'est le Tramadol. Ouais, c'est le Tramadol. Pfiou, je me sens... Purée, je me demande ça fait combien d'heures. Je me demande ça fait combien d'heures en tout pour le Silma. Ça a commencé en septembre, on a regardé le 10 septembre. Le premier épisode, c'était le mercredi 10 septembre.